Bonjour à tous, je suis Elisabeth Meisters, créatrice de l'ashram État de Flow, un lieu de retraite et ressources en ligne et en immersion, une sorte de résidence d'artiste où vous venez honorer votre énergie yin pour retrouver un chemin de création fluide et harmonieux. Seul ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec confiance et sérénité. Parce qu'avant tout, dans la vie, il nous faut de la poésie. Quand j'ai vu cette phrase défiler sur mon feed LinkedIn il y a quelques mois, je crois que j'ai sursauté. Je cherchais à ce moment-là à comprendre, comme s'il fallait comprendre, à quoi ça rimait toutes ces œuvres que je mettais au monde. La réponse était là, devant moi, à mettre de la poésie dans ma vie et dans celle des regardeurs. Ni plus, ni moins. Et les œuvres de l'auteur de cette phrase, qui résonnait déjà en moi comme un mantra, n'étaient pas moins éblouissantes. De la poésie, j'en ai eu le cœur comblé en parcourant ses créations. Mon invité du jour remet la poésie et la matière au centre de sa vie après un événement important qui sépare définitivement sa vie en deux pans, l'avant et l'après. Dans l'avant, il y a la course au toujours plus dans sa propre agence de création, désalignée de ses valeurs. Et dans l'après, il y a la douceur et la lenteur dans une création cohérente et poétique de joaillerie et de sculpture. Ensemble, nous parlons du point de bascule qui clôt un chapitre pour en ouvrir un autre. Nous parlons de la confiance qui l'habite à ce moment-là, malgré le fait qu'elle ne connaît pas encore ce qui vient. De la nécessité pour elle de revenir à la matière et de remettre de la poésie dans sa vie. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Céline Larénie. Bonne écoute! Bonjour Céline. Bonjour Elisabeth. Nouvel épisode. Merci d'être venue jusqu'à moi. Tu es designer de bijoux artisanaux. Tu fais tout à la main. C'est magnifique d'ailleurs. Merci. Plus largement des œuvres, sculptures, tableaux. On en reparlera. Ça n'a pas toujours été le cas. Tu as fait d'abord une formation de designer en mobilier et puis art appliqué. Tu es devenue graphiste. Tu as monté ta propre agence de création, plutôt dans le secteur de la cosmétique. Et il y a quelques années de cela, une accumulation d'événements et de ressentis te fait changer de secteur avec une volonté, je crois, de revenir à la matière. Et là, c'est le bijou, le métal qui arrive à toi. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être le point de bascule, l'avant, l'après, qui tu étais, qui tu es, ce que tu as envie d'ailleurs? Alors, le point de bascule, c'est arrivé au fur et à mesure. J'étais très à l'aise dans ce que je faisais. J'étais directrice de création avec une belle équipe, avec des beaux projets. J'étais à l'aise dans mes baskets et j'ai donné naissance à ma première fille 2-3 ans après les débuts de mon agence. Et j'ai des premières questions, interrogations qui sont arrivées avec sa naissance sur la place que je donnais à mon travail, la manière dont je le faisais et si j'étais bien cohérente avec ce qui était à l'intérieur de moi et ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Parce qu'on peut vite perdre de vue entre les rêves d'ado et la réalité. Vie et la réalité et la vie qui nous prend. Donc il y a eu quelques années, 3 années comme ça d'interrogation qui commençaient un petit peu à me titiller. Je me sentais un petit peu moins à ma place. C'est pas que je me sentais pas légitime, mais je trouvais que j'étais pas forcément alignée entre le dedans et le dehors. Et puis il y a eu le 13 novembre, donc les attentats au Bataclan.
Donc il y avait mon chéri qui était au Bataclan. À ce moment-là, en fait, il est là le vrai point de bascule, mais bon, il y avait quand même déjà pas mal de questions avant. Il y a eu vraiment enfin comme tout le monde, un avant et un après. Mais plus encore pour toi, parce que tu es au cœur. Voilà, et j'étais enceinte de ma deuxième fille. À ce moment-là. Voilà. Et donc là, tout ce qui me titillait un petit peu avant, et qui avait déjà redémarré parce que j'étais enceinte de ma deuxième fille, là, ça a tout fait vaciller, bousculer, et j'ai opéré un virage à 180 degrés, où j'ai décidé de vraiment être alignée avec ce que je ressentais, et plus essayer de boiter dans ma vie d'avant. Voilà. C'est une belle expression. Je pense qu'on est beaucoup à boiter. Oui. En fait, il y a vraiment eu deux pans dans ma vie professionnelle, on va dire, avec cet événement-là qui est le point de bascule, où j'étais avant dans quelque chose du domaine de la compétition, du faire, de la résistance, de prouver, de la légitimité, de la réussite. Oui, et puis d'être assez dur avec moi, et sûrement avec les autres aussi. Et puis après cet événement-là, c'est comme s'il y avait le deuxième pan qui s'était un petit peu découvert, où il fallait absolument, enfin là c'était plus que nécessaire, ramener de la douceur, de la délicatesse et de la bienveillance, mais même vis-à-vis de moi. Enfin, tout le monde, quoi, partout. Et donc, voilà, il est là le point de bascule entre la vie d'avant et celle de maintenant. Du coup, tu arrêtes ton agence. Oui. Et là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je me dis juste, j'arrête cette partie-là et je prends le temps de voir ce qui vient. En même temps, c'était un moment... Enfin, là, je te le dis de manière très posée. En réalité, c'était la tempête. C'était j'arrête tout, je suis paumée, qu'est-ce qui se passe ? Mais comme j'étais incapable de faire, voilà, ça s'est un peu imposé à moi. De toute façon, le modèle d'avant ne fonctionne plus. Non. On ne connaît pas encore le suivant, mais voilà. On sait que c'est terminé. On sait que c'est terminé. On attend et bizarrement, on a quand même confiance dans ce qui arrive. C'est assez étrange parce qu'on ne sait pas ce qui vient. Mais comme ça ne peut plus être le modèle d'avant, c'est forcément qu'il y en a un qui se prépare, même si on ne connaît pas encore tout le cheminement à faire. Du coup, tu te formes ? Du coup, je me forme, oui, je prends des cours aux ateliers de la mairie de Paris, des cours de bijouterie, mais très peu. Enfin, je m'arrête très vite, en fait. Je suis pressée. J'étais encore un petit peu dans la course d'avant. Donc je prends quelques cours, je comprends les bases et puis il faut tout de suite que je fasse. Donc je trouve un atelier et je m'attaque à la matière et je scie, je martèle, je soude, je rate. Je suis dans la matière et j'y mets tout ce que je peux. On dit souvent que quand on est perdu, enfin, c'est parce qu'on est beaucoup dans le mental en fait, et le fait de revenir à la matière, on revient au corps. Voilà, il fallait s'ancrer quelque part là, sinon c'était trop dur en fait. Donc ça m'a permis de m'ancrer et de tenir bon, même si je ne savais pas encore où j'allais. Parce qu'au début, c'était pas vraiment des bijoux, je faisais plus des sculptures. Je savais pas trop où j'allais en fait. T'explorais. Voilà, un peu tout. Mais en tout cas, j'utilisais les techniques de la bijouterie. Mais voilà, c'était vraiment m'ancrer dans la matière pour pas partir en vrille, parce que c'était vraiment compliqué. Tu dis aussi que la matière te fait ralentir. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix, on peut pas aller plus vite qu'elle. C'est pas un combat en fait, il faut arriver à la comprendre pour arriver à la travailler et même si on veut aller plus vite que la musique, ça marche pas. Donc si on fait qu'on comprend pas la matière, pas ce qu'on est en train de faire, mais vraiment la matière et comment elle réagit, on rate. Donc de toute façon, on nous rappelle à l'ordre et il faut recommencer. Donc ça m'a aussi appris par rapport à ma vie d'avant à me dire que prendre son temps, c'était bénéfique. C'était bien. Ça voulait pas dire que je suis lente. Ça voulait juste dire que j'assimile des choses et dans la technique et dans le mental. Voilà, j'avais besoin des deux en fait pour me reconstruire. J'ai reconstruit les deux, on va dire. Enfin, j'ai reconstruit. J'ai continué.
Et à ce moment-là, tu te laisses aller à l'inspiration, à ce qui te nourrit. Il n'y a pas de commande, il n'y a pas d'objectif. Non, il n'y a pas de commande, mais comme j'ai fait des études de designer, l'objet est toujours là. Et j'aimais en fait cette idée un peu de me confronter en tant que designer à un objet qui d'apparence n'a pas d'utilité. Parce qu'un designer est censé quand même faire quelque chose de fonctionnel. Et là, je trouvais qu'il y avait un beau défi d'aller travailler un bijou, enfin, on l'appelle l'accessoire, oui. Qui peut paraître péjoratif en fait. Alors surtout si on est designer et qu'on a l'habitude de faire quelque chose qui est censé être utile et fonctionnel. Puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça avait une fonctionnalité, une utilité, mais qui n'était pas forcément dans la gestuelle. Elle était ailleurs. Je me suis laissée un peu porter par cette réflexion et ce défi en tant que designer, comment aller travailler un accessoire, mais lui trouver quand même une utilité qu'on n'a pas au premier abord. Et je me suis fait un peu happer par ce défi-là que je m'étais donné. Et hop, je suis partie dans cette voie. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui se prennent encore pour les amateurs, qui n'osent pas en faire une activité professionnelle ou la montrer ce qu'ils font, parce que justement, ce terme utilité apposé à l'art est quand même encore compliqué. Oui. Et il y a besoin de déculpabiliser peut-être et accueillir aussi que oui, l'art est utile, mais à des sphères différentes de ce qu'on imagine. On le sait en plus. En réalité, on le sait. On l'a appris. On a tous fait... Quand on a fait des études d'art, on l'a forcément appris que c'était utile, mais même si au fond on sait que ça l'est, c'est plutôt sur la légitimité qu'il faut bosser un peu plus. Sauf que après les événements que j'avais traversés, on n'est plus trop à se poser ce genre de questions de légitimité ou pas. On y va parce que on a besoin d'être bien. On n'a plus besoin de se poser la question de est-ce que je suis légitime ou pas. On s'en fout un petit peu. Et créer te permet d'être bien. Oui, voilà. Du moment où on est beaucoup plus bienveillant avec soi-même, on se pose plus trop cette question. Voilà. Le métal, c'est une évidence pour toi à ce moment-là? Alors, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. C'est une des matières que j'aimais le moins. Le bois, par exemple, c'est beau, c'est chaud, c'est chaleureux. Voilà. Le métal, moi, j'avais beaucoup d'a priori. C'est froid. C'est dur à travailler, c'est coupant, la limaille, tout ça, c'est désagréable. Mais je me suis rendu compte en fait que c'était vivant. C'est-à-dire que quand tu portes un bijou, un bracelet, tu vas le mettre sur ton poignet, il est froid. Donc tu peux avoir ce côté un petit peu désagréable de corps étranger. Là. Oh, qu'est-ce que ça vient faire là? Mais tu te rends compte très vite que ça prend la chaleur de ton corps. Et qu'il y a une espèce d'alchimie en fait entre le métal et toi. Ça m'a plu. C'est comme si c'était un peu un secret, un truc caché que j'avais découvert au fur et à mesure où j'avais travaillé le métal. Le pouvoir du métal. Ouais, et puis en plus, au-delà du côté froid, je m'étais mis une autre idée, c'était même si on est sur une matière dure, faire de mes bijoux quelque chose de donner l'impression que c'était encore dans l'esquisse et que c'était en train de faire. Donc j'avais cette envie-là de travailler le métal pour essayer de contrer mes a priori. Voilà. Tu dis ça très bien maintenant, puisqu'on va pouvoir un petit peu parler de tes œuvres, parce que c'est pour moi plus que des bijoux, c'est des œuvres. Hein. Tu viens de le dire, il y a comme des aspérités, il y a une âme, tu essayes vraiment de leur donner vie. C'est pas juste un bijou qui est posé sur notre bras. Il y a cette idée aussi de ta part, en tant qu'artiste et créatrice, de la curiosité de ce que ça va donner. Tu as ton onglet Art et Essai sur ton site internet. Voilà, c'est d'être dans la recherche aussi de ce que ça va offrir. Oui, parce qu'en fait, je voulais pas me cantonner juste aux bijoux, parce que c'est trop réducteur par rapport à tout ce qu'on peut faire. J'ai fait une rubrique Art et Essai, essai surtout, parce que je savais qu'il fallait pas que je fasse un onglet comme bijoux, où on avait l'impression d'avoir quelque chose de terminé. Quand j'ai une idée, déjà, entre ce que je veux faire et ce qui va naître, on n'est pas forcément raccord entre les deux. Et en plus, je ne sais jamais si c'est terminé. En fait, un bijou, à un moment donné, il faut quand même le terminer parce que quand il n'est pas en or, il part à la dorure. Et quand il part à la dorure et qu'il est plaqué or, poinçonné, là, c'est acté que c'est terminé, je ne peux pas y retoucher. La sculpture, en fait, si j'attends de décider moi-même que c'est terminé, je ne la montre pas.
Du coup, j'ai fait un onglet art et essai en disant, voilà, je suis en train de faire ça. Je ne sais pas trop si c'est terminé. Je vais quand même le mettre sur mon site. Voyez, si vous trouvez que c'est terminé, envoyez-moi un message si vous avez envie de l'acheter, de l'avoir chez vous. Sinon, peut-être que quand vous allez revenir 2 mois après, il aura bougé ou disparu. Parce que soit il ne me plaît plus, soit je l'ai complètement transformé. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose d'ouvert qui soit un peu une autre lecture de l'objet. Parce que finalement aussi, une œuvre n'est pas terminée, c'est ce que tu dis, pas toujours terminée. Mais est-ce que ça n'a pas un rapport avec nous-mêmes, là où on en est personnellement ? Quand on est artiste, on crée souvent à partir de soi, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Oui, ça fluctue en fonction de l'émotion dans laquelle on est. Il y a des jours, je suis très contente. Je suis quasi sûre que c'est terminé. D'ailleurs, c'est ce moment-là où je décide quand même de faire une photo pour le mettre sur mon site. Et le moment, je sais pas, 2 semaines après où je décide de le mettre sur mon site, je me rends compte que en fait, ça ne l'est pas parce que je suis dans une autre humeur. Mais du coup, la personne qui va le voir est aussi dans une autre humeur. Donc elle peut considérer que c'est terminé, c'est pas grave. C'est-à-dire que là, je leur laisse. À partir du moment où c'est dans la matière, ça ne m'appartient plus, quoi qu'il arrive. Il n'y a que ce qui est dans l'esprit, ce qu'il imagine, qui va vraiment m'appartenir. Après, c'est un objet, ça vit sa vie. Et il y a des jours où je suis bien, où je trouve que tout est terminé. Il y a des jours où je suis pas bien, où je trouve que tout est nul et tout est à refaire. Mais comme c'est un cycle, j'attends. Et puis voilà. L'importance peut-être aussi de laisser une chance au regard de l'autre, de celui qui va l'observer, de celui qui va le porter, qui va l'afficher chez lui peut-être. Oui, en fait, ça revient à la légitimité, en fait, ce que tu disais tout à l'heure. Si je considère que je ne suis pas légitime, jamais rien n'est terminé. Si je laisse le choix aux autres de décider si je le suis ou pas, il y a une chance que certaines choses soient terminées. Voilà. Un peu de lâcher prise. Voilà. Tu donnes des indications, toi, pour tes œuvres ? Comme j'ai quand même une idée qui naît dans l'esprit, alors ça dépend, de tendresse, d'amour, de protection, c'est quand même le point de départ de la création. Donc, même si je vais laisser après à l'autre la possibilité d'explorer selon son vécu, ses émotions, son ressenti, je vais quand même au moins indiquer le point de départ. Il y a les gardiens des fleurs, il y a la tendresse. Voilà, il y a des choses comme ça qui donnent un peu l'impulsion que j'ai eue pour créer cette œuvre-là. Tout en laissant la libre arbitre, la libre lecture en tout cas. Quand tu dis la tendresse et que tu dis que ça... Tu n'as rien dit. Voilà, c'est-à-dire que tu peux broder tout ce que tu veux dessus et puis c'est quand même censé appartenir à quelqu'un d'autre. Donc il faut que... Voilà. Sur ton Instagram, tu écris « Respectons le temps de la création » plutôt que le calendrier de la mode. Oui. Je trouve que c'est aussi à voir avec ce qu'on vient de partager. Le fait que quelque chose n'est pas forcément terminé. On parlait de ralentir tout à l'heure, de pas forcément essayer de faire quelque chose qu'on attend de toi. Oui, et puis c'est aussi un petit clin d'œil à ma vie d'avant. C'est quand même dans un rythme effréné d'agence de com, enfin de créa, à toujours faire vite, sans avoir le temps de prendre du recul sur ce qu'on vient de faire. Plus le temps passait, moins je comprenais pourquoi. Donc vraiment, pour pas oublier ça, parce qu'on se fait vite rattraper, c'était vraiment une phrase qu'il fallait que je me note sur mon Instagram pour que vraiment, même parce que moi ça m'arrive de vouloir tout faire à fond toujours, mais hop, ça me remet une petite tapette quoi, pour revenir dans le droit chemin, voilà. Tu as senti que le fait de ralentir justement, d'aller sur ce côté slow, t'a apporté une créativité différente ou un regard dans la créativité? Peut-être aussi dans ton plaisir à créer. J'ai quand même toujours eu de plaisir à créer, même quand c'était vite. Il y a ce côté désagréable parce que tu n'as pas le temps de savourer ce que tu es en train de faire. Mais j'aime créer, quoi qu'il arrive. Ce que ça a changé, c'est que comme j'ai du temps, c'est bien aligné avec ce que je ressens. Mais le plaisir, il a quand même toujours été là, le plaisir.
C'est ce qui te manquait d'ailleurs dans ce premier pan dont tu nous as parlé tout à l'heure. Oui. C'était d'être alignée, cohérente, Oui, de vérifier que oui. ça l'était toujours. Oui. D'ailleurs, tu vois, par exemple, j'ai une commande d'un bracelet en or pour une personne qui va m'expliquer ce que signifie ce bracelet pour elle, par exemple. Quand je suis en train de travailler, si jamais mon esprit divague et que je pense à un truc pas cool ou je sais pas, un truc qui m'énerve, j'arrête parce que j'ai pas à envoyer ça, enfin tu vois, en énergie dans ce que je suis en train de faire. Et ça maintenant je peux le faire. J'ai le temps d'arrêter, je vais boire un petit thé, je me pose, je suis dans mon jardin là, et je me recentre. Et c'est surtout ça qui manquait. De la présence Voilà. aussi à ta création. Oui, et là c'est beaucoup plus facile d'être attentif à ce que tu penses pendant que tu fais et de veiller à ce que ce soit correct. Et ça je pouvais pas avant. Parce que le temps manquait tout le temps. Voilà. Ça t'a demandé aussi peut-être de savoir ce qui était correct pour toi, quelles étaient tes valeurs, qu'est-ce que tu avais envie d'insuffler. Oui. Et qu'est-ce que tu as envie d'insuffler justement avec tes bijoux ou avec tes œuvres, tes sculptures. Tu parles de valeurs aussi. Alors il y a forcément un respect de la manière de faire, des matériaux que je vais utiliser. Tu vois, un respect, on va dire, écologique qui est évident, enfin, qu'on ne peut pas passer à côté, là. De travailler en petite série, à la commande, avec des matériaux. Quand je travaille avec de l'or, c'est de l'or Fairmine, donc c'est un or qui est extrait de manière éthique dans des mines où j'ai la certitude qu'il n'y a pas d'enfants qui ont travaillé, l'or est tracé, voilà. Donc il y a tous ces valeurs-là qui sont obligatoires, voilà. Et puis, il y a une autre aspiration qui est plus émotionnelle. C'est l'idée un peu d'aller parsemer, envoyer un petit peu de beauté, tu vois, comme les petits poussés. Mettre un petit peu de beauté là où je peux, là où les gens ont envie de piocher et faire en sorte que l'environnement soit plus beau, plus rayonnant à ma petite mesure. Mais voilà. Parce que finalement, avant tout, avant même les bijoux, c'est de la poésie que tu crées ? Oui, c'est vraiment l'idée d'envoyer ça. Alors, il y a plein de manières, hein. Le chant, la danse, la peinture, mais moi, c'est de cette manière-là, oui. Mettre de la poésie dans nos vies. Voilà, c'est ce qui est écrit sur la première page de mon site. Et la poésie sera au centre de la vie. Quand je note cette phrase-là sur mon site, je ne suis pas du tout en train de dire « Regardez, je suis en train de faire de la poésie ». C'est vraiment inciter les gens à poser leur regard de cette manière-là. Alors là, sur mon site, mais partout après. C'est vraiment une incitation. Et c'est quoi la poésie, du coup, selon toi ? C'est tellement dur à définir comme ça en mots. C'est parce que la poésie, c'est une émotion. Donc, mettre des mots sur cette émotion-là, je ne sais même pas si je vais y arriver, mais c'est tout d'un coup ressentir un bien-être, quelque chose en fait qui va faire une pause dans ton quotidien. Où tout d'un coup, ça va te nourrir et tu as l'impression pendant une minute d'être un peu hors du temps parce que tu viens de recevoir soit quelque chose de doux, de beau, de lumineux. Voilà. On est sur quelque chose de ce style-là. C'est pas facile de lire des poèmes. On parle souvent de poésie, de poèmes. Moi, je pense à quand on était enfant, on parlait de poésie comme d'un poème. Et finalement, il y a aussi cette idée de se laisser le temps d'apprécier, de ressentir, de se laisser toucher par que ce soit un mot, par la poésie, un vers, mais aussi les formes d'une œuvre, d'une sculpture, les reflets, ce que ça vient renvoyer comme image en soi finalement. Oui, mais il faut y être disposé. Tout le boulot est là en fait. C'est-à-dire que je propose quelque chose, mais il faut qu'en face, on soit disposé à recevoir de cette manière-là. Et c'est pas facile. C'est un exercice de tous les jours. D'ouvrir le cœur, l'esprit, les yeux, et d'être prêt à recevoir du beau pour être touché vraiment. Ça me fait penser à l'épisode 56 avec Ljubljana. Elle parle de gratitude, de l'idée de chaque jour noter ce qui a été bien, joli, beau, ce qui nous est arrivé et qu'on a envie de garder dans une journée.
Mais il y a aussi peut-être, donc, on met de l'intention sur tiens, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est agréable pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que je retiens. Il a fallu mettre une intention. On peut aussi poser l'intention de se dire, je vais observer la poésie, tous les gestes, n'importe quel geste, en fait, n'importe quelle œuvre peut nous apporter de la poésie, peut-être une conversation, peut-être c'est ce moment, c'est aussi l'histoire d'un moment. Oui, de la gratitude sans qu'il y ait de la béatitude. Voilà, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on va ouvrir, je vais dire le regard, mais bon, le cœur plutôt, à recevoir de la beauté que tout d'un coup on devient complètement niais. Tu vois, c'est vraiment cette dualité, c'est-à-dire qu'on peut être très bien ancré, avoir les deux pieds sur terre, et en même temps accueillir ce qui est déjà là. Oui. Et se laisser nourrir de ça, oui. Grandir, oui. Toucher. Et on peut aussi, après, nourrir les autres. C'est les deux. On en vient à une question qui me semble primordiale, c'est de savoir en quoi le beau et la poésie peuvent changer quelque chose dans nos vies. C'est comme l'art, hein, oui. C'est parce que ça rend heureux en fait. Ça te nourrit. Pourquoi ? Parce que tu peux lire le même événement de deux manières et autant choisir celle qui va te faire du bien. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. C'est-à-dire que tu peux décider que tu es dans les bouchons en voiture, que c'est la galère et que tu es en retard. Et tu peux être dans les mêmes bouchons et voir, je sais pas moi, le reflet du soleil dans une vitre. Le coucher de soleil même. Le coucher, voilà, une maman qui rit avec son enfant qui traverse la rue. C'est la même vie, c'est le même événement, mais tu choisis ta réalité. Voilà. Ça sert à ça un peu pour moi. Ça m'a quand même bien aidé après le Bataclan. C'était la seule option. C'était la seule option pour continuer, tenir. Et puis, faire que tout ça grandisse quand même. Au-delà des bijoux, comment est-ce que toi, tu amènes la poésie dans ta vie ? C'est plein de petits détails qui peuvent paraître insignifiants, mais qui vont emmener des sourires. Par exemple, j'ai je sais pas comment on appelle ça, des trucs pour faire les bulles là. Voilà, il y a des machines à bulles là, dans lesquelles tu souffles, qui sont dans la voiture de chaque côté à la portière de mes filles. Et en général, quand on est dans les bouchons, voilà, par exemple, on ouvre les fenêtres et elles font des bulles. C'est leur grand truc. Par exemple, ça, c'est ramener de la poésie dans la vie de tout le monde. Et c'est rigolo, hein, ça marche plutôt bien. Hein, les gens sourient. Arrêtent de se dire quand ils sont dans des bouchons. Hein, c'est hop, on offre un petit espace hors du temps qui les renvoie en enfance. Voilà, c'est des petits détails comme ça. Et mes filles, elles adorent ça et elles s'en nourrissent aussi. C'est-à-dire que c'est un échange. On envoie du petit bonheur, on en reçoit aussi. Voilà. Du coup, on pourrait parler de l'état de flow. Tu parles d'être hors du temps. Ouais, c'est ça. Oui. Est-ce que la poésie amène à l'état de flow ? Est-ce qu'elles ont un lien ? Elle y contribue, oui. Ouais, c'est comme une passerelle, un peu, la poésie vers le flow. Si tu l'accueilles, hop, tu y vas tranquillement. Voilà, donc elle permet ça. Ce serait quoi, du coup, toi, Céline, ta définition de l'état de flow ? Cette question, elle est dure parce que chaque jour, je peux te faire une réponse différente, déjà. Évidemment. Donc, aujourd'hui, si je réponds à cette question, pour moi, l'état de flow, c'est quand je pars de mon esprit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je ne suis plus dans l'esprit. Je vais dire, je suis dans l'instant présent parce que je savoure. Tu vois, ça m'arrive souvent quand je fabrique, par exemple. Je savoure le moment où je fais et je ne suis plus du tout dans l'esprit. Je suis dans autre chose. Je suis en harmonie avec tout. Voilà, aujourd'hui, ce serait ça ma définition. Tu ressens des choses agréables, bien, confortables. Ouais. On n'a pas envie d'être ailleurs. On a besoin de rien. On se suffit. Ouais, voilà, c'est ça. On se nourrit de ce qui est. On se nourrit de ce qui est et c'est bizarre. C'est-à-dire qu'on est hors de soi et en même temps très ancré. Voilà, une espèce de chose comme ça. On parlait tout à l'heure de l'évolution de nos œuvres en temps réel, éventuellement. Est-ce que tu recherches cette harmonie dont tu viens de parler dans tes œuvres ? Est-ce que c'est ainsi que tu peux déterminer qu'une œuvre est terminée ou pas, en fonction de ce que tu ressens en l'observant ? Oui, c'est souvent, tous, je crois, quand on se sent bien, c'est que ça nous renvoie quelque chose de correct. C'est pour ça que je te dis, elle va être terminée parce que je suis en harmonie avec elle ou bien elle est en harmonie avec moi, je ne sais pas. Enfin, on est tous les deux raccords.
Quand tu n'es pas en harmonie. Bah voilà, mais maintenant je m'inquiète plus. C'est-à-dire que des fois, quand je suis plus en harmonie, je me dis pas forcément que l'œuvre n'est pas terminée. Je me dis que c'est peut-être moi qui dois faire un tour et repasser plus tard. C'est peut-être aussi pour ça que certaines œuvres vont toucher certaines personnes et pas d'autres, Oui. parce qu'elles font écho Oui. ou pas. Et puis des fois, c'est la nature qui décide, tu vois, que l'harmonie n'est pas là. Oh, des fois, c'est même pas moi. C'est-à-dire que j'avais fait un tableau avec une feuille en métal et une pensée violette, une fleur séchée, où je travaillais justement sur le rapport entre l'éternel et l'éphémère, voilà. Et en fait, je trouvais ça joli, c'était violet, pastel et doré. Sauf qu'en fait, cette fleur-là ne le permet pas, parce qu'elle a pas assez de couleurs. Pourtant, celui-ci, je trouvais qu'il était fini. Mais bon, non, en fait, non. Donc, en fait, tu vois, des fois, c'est pas moi qui décide. Il faut que j'utilise une autre technique si je veux garder cette couleur-là. Donc, après, il faut aussi se laisser faire par la matière. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a le fer, le métal, mais il y a aussi le pétale. Il y a le métal, mais il y a aussi l'organique, en fait, qui est vivant, avec lequel je dois adapter. Donc, c'est pas toujours moi qui décide. Voilà. La nature, d'ailleurs, on en parle. Ouais. Ça fait partie de tes inspirations, je crois. Oui, c'est la principale inspiration qui est, pour moi, sans limite. Sans limite. Ça peut être de l'infini petit à l'infini grand. Tu trouveras toujours quelque chose à faire avec. Autant dans les matériaux que dans les messages. En fait, ce qui m'inspire, c'est que c'est parfait. Enfin, tu vois, c'est que peu importe ce qui arrive, c'est toujours beau. Que ce soit un bout de bois, une racine, une feuille, c'est toujours parfait. Donc c'est pour moi inépuisable comme déjà source d'émerveillement. Et puis du coup, quand t'es émerveillé, t'es forcément inspiré. Et après, je peux aussi aller travailler. Donc là, on parle pas de bijoux, mais on est plutôt sur les sculptures. J'aime bien prendre des choses qui peuvent paraître insignifiantes aux yeux de pas mal de gens, tu vois, un bout de bois cassé, et venir le sublimer et lui redonner un peu toute sa noblesse et dire, regardez, rien n'est insignifiant, ce bout d'écorce là qui était par terre, en fait, il est juste beau, voilà. Donc moi j'accompagne un peu l'honorer. ça, voilà. Ouais, c'est ça, l'honorer. Je le câline un peu, tu vois, je mets des petits pansements dorés, je lui dis non, mais toi aussi, tu vaux la peine d'être là. Donc voilà. Il y a quand même un pouvoir vibratoire dans tout ça qui est réel. Oui, je crois, oui. Enfin, moi, j'y crois. Oui, bien sûr. Après, c'est vraiment à chacun d'être appelé, de ressentir ou pas. Il y a des gens qui vont passer à côté parce qu'ils ne vont pas recevoir. Voilà, mais c'est pour ça, exactement. Comme moi, je crois beaucoup à ça, je fais très attention aux pensées que j'ai au moment où je crée. Oui. Parce que je pense vraiment que que l'esprit inscrit aussi dans la matière. Donc je fais attention à ça, effectivement. Et toi, parce que là on a beaucoup parlé de la place du regardeur, toi en tant que créateur, comment ton art te nourrit ? Comment tu te nourris dans la création ? Est-ce qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, tu te nourris encore de ce rien, de ce rapport avec la matière ? Oui. C'est-à-dire que la lenteur, en vrai on dit rien, mais c'est pas du rien. Ça laisse la place à la rêverie, et c'est là où tout naît. Voilà. C'est-à-dire que quand tu laisses la rêverie arriver et que tu arrives à pas contrôler ce que tu penses, c'est à ce moment-là où ça t'embarque et où tu es inspiré, en fait. En fait, quand tu rêves à quelque chose et que tout d'un coup ça revibre à l'intérieur et tu fais « Oh yes, j'ai trop envie de faire ce truc-là », hop, voilà, c'est reparti. C'est comme ça, en fait. Mais il faut le temps de la rêverie et du calme pour laisser la place à l'œuvre. Parce que c'est pas à la pensée, justement. Oui. Je voulais pas dire ça. C'est t'abandonner à la rêverie. Oui, il faut s'abandonner, c'est ça. Oui. Et vraiment mettre l'esprit de côté, faire confiance à ce qu'on pourrait nommer du vide, mais qui ne l'est pas du tout. Voilà. Mais à partir du moment où on sait que c'est pas du vide et qu'on fait confiance, ça vient. Mais il faut savoir le prendre, en fait. Voilà. C'est intéressant parce que finalement on pouvait poser la question, est-ce que c'est utile ? C'est pas utile, un bijou ? Finalement, c'est la poésie qui amène
l'utilité. La poésie, c'est aussi ce rien, c'est cette chose impalpable, cette chose dont certains vont trouver ça magnifique et vont en effet être nourris de ça, et d'autres vont complètement passer à travers. Donc est-ce qu'on chope cette rêverie? Est-ce qu'on chope cette poésie? Est-ce qu'on chope le beau? C'est toute une question de comment on pose. C'est toute une question de choix. De choix. Oui, c'est vraiment un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu décides que tu vas être heureux. Enfin, je dis tu, je, enfin voilà. Et tu mets en place des petites astuces pour y arriver dans la vraie vie. Voilà, donc tu décides comme tu dis, de choper la petite beauté, parce que tu sais que si tu la prends, elle te nourrit. Si tu es nourri, tu vas mieux. Quand tu vas mieux, tu es plus ouvert aux autres, et c'est un cercle vertueux. Mais et je le dis, on a l'impression, quand je dis ça, tu décides d'être heureux, que c'est facile. Et donc, c'est pas facile. C'est vraiment un... Ça demande de la rigueur. Oui, voilà, c'est vraiment un exercice. Là, je le dis parce que je me sens, pour le coup, légitime de le dire, vu le chemin. Mais j'y arrive pas tous les jours. J'y arrive pas tous les jours, mais je sais que c'est en toile de fond. Parce que c'est trop facile de décider de se laisser emporter par... la tristesse et tout ce qui va pas. Je veux dire, il y a de quoi faire. Donc il faut vraiment faire le choix de porter le regard au bon endroit. Mais quand je dis, voilà, j'insiste sur le fait que j'y arrive pas tous les jours et que c'est pas forcément facile, mais c'est mon devoir là, vraiment. Et puis comme c'est une décision de ta part, c'est pas simple, mais c'est aussi vers quoi tu peux revenir à chaque instant. Quand peut-être c'est plus difficile, plus inconfortable. Oui. Et puis quand tu le dis autour de toi et que tu partages cette idée-là, c'est bien, parce que quand tu n'y es plus, on te le rappelle. Donc c'est aussi important de partager cette chose-là pour ensuite avoir un peu des gardiens autour de toi, que ce soit ton chéri, tes enfants, tes amis, tes parents, peu importe, qui te disent « Attention, rappelle-toi le chemin que tu veux prendre. » Donc voilà, le partage, il est important pour tenir, quoi, sur la longueur. Donc mettons de la poésie dans nos vies. Voilà, faisons ce choix-là conscient pour se soigner et élever le monde. Élever le monde autour de soi. Merci beaucoup, Céline. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée. On te retrouve sur ton site internet pour découvrir tes œuvres, sur Instagram. Tout à fait, oui. Mon site, donc célinelareni.com. Et puis j'ai 2 Instagram. J'ai un Instagram Céline Lareni qui est sur les bijoux, fantaisie et la sculpture. Et le Céline Lareni Joaillerie, où là on est vraiment axé sur l'or éthique Fairmind. Merci. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. À vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout et qui avez été inspirés par cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire et à partager celui-ci sur les réseaux sociaux et à tous ceux qui auraient besoin de l'écouter. Pour plus d'inspiration et de poésie, rejoignez la cellule d'inspiration vibratoire et créative qui se déroule en ce moment sur Telegram. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous le retrouvez également directement en lien dans la bio de mes comptes Instagram @étatdeflow_podcast et Elisabeth Smeisters, tout attaché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire directement en message privé ou à contact@étatdeflow.com. Et si vous aussi, vous souhaitez laisser entendre votre message au micro du podcast, découvrez le parcours Réverb dans lequel je vous accompagne avant, pendant et après cette expérience bien-être et transformationnelle unique en son genre. Rendez-vous sur www.étatdeflow.com pour plus d'informations. En attendant, n'oubliez pas de mettre un peu ou beaucoup de poésie dans votre vie. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.